TF1 20h avec Roger Giquel. Raymond Barre aux gendarmes, pas de nouvelles limitations de vitesse, mais vigilance accrue pour les infractions. Pétrole, l'Arabie Saoudite relève sa production, mais pose des préalables politiques pour un règlement au Moyen-Orient. Une analyse d'Emmanuel Delataille. Après les derniers attentats, mesures de sécurité renforcées dans le Pays basque français. Les députés allemands votent la suppression totale de la prescription pour les crimes nazis. Bonsoir. Le pétrole, c'est le contraire de l'amour. Quand il nous tient, il nous demande de ne pas faire de bêtises. Vous allez entendre dans un instant le Premier ministre dans un avertissement à ceux qui se laissent emballer par la vitesse sur les autoroutes ou sur les routes. Pourtant, la crise du pétrole est aussi folle que le mal d'amour. Il y a quelque chose de tout à fait irrationnel dans toutes les informations du jour. D'une part, les prix grimpent toujours. L'Iran, par exemple, a appliqué aujourd'hui les hausses décidées par l'OPEP la semaine dernière. D'autre part, il y a les problèmes des quantités produites. L'Arabie Saoudite a décidé d'augmenter sa production légèrement. Et pour notre ministre de l'Industrie, c'est un geste dans la bonne direction. Et puis, jeudi soir, jeudi prochain, le président des États-Unis prononcera une allocution télévisée pour présenter les décisions qualifiées d'importantes à propos de la crise de l'énergie et des moyens pour y faire face. Et voilà qu'aujourd'hui, plusieurs grands journaux américains font paraître une publicité payée par les autorités de l'Alaska où il est dit que ce 49e État américain, rattaché à la bannière étoilée depuis 20 ans, dispose de ressources potentielles susceptibles d'éliminer les files de voitures dans les stations-service. L'Alaska pourrait fournir du pétrole aux États-Unis pendant 20 siècles, dit encore cette publicité, si les autorités fédérales ne limitaient pas l'exploitation du sous-sol en ce moment. Chez nous, on fait gentiment la chasse au gaspillage. Le directeur de l'Agence pour les économies d'énergie se dit satisfait des premiers résultats. Plusieurs enquêtes montrent que les automobilistes ont été sensibilisés à la conduite économique par cette campagne. Aujourd'hui, l'agence vient de faire partir de Nancy 2 écoles itinérantes de conduite économique et 24 000 automobilistes pourront pratiquer ce type de conduite en 2 mois. Chaque école itinérante dispose de 10 véhicules de série équipés d'un compteur de consommation instantanée. Alors voilà pour le côté gentil de la chasse au gaspillage. Voici maintenant l'avertissement de Raymond Barre. C'était ce matin alors qu'il visitait l'école des officiers de gendarmerie de Melun après s'être arrêté sur l'autoroute A6 auprès du peloton de gendarmerie de Nemours chargé de la surveillance de 70 km de cette autoroute. Nous n'allons pas modifier les limitations de vitesse, a dit Raymond Barre, mais il faut les faire respecter strictement. À Nemours, j'ai pu constater l'importance et la qualité des services rendus par les gendarmes affectés au service de la sécurité routière. Services rendus aux usagers de l'autoroute dans les domaines du contrôle de la circulation, du secours aux accidentés et de la répression des infractions. Car si la prévention des accidents, condition première de la sécurité des usagers, impose la permanence de la surveillance et la rapidité d'intervention, elle comporte inévitablement un aspect répressif. Au moment où le gouvernement appelle tous les Français à un effort de sobriété et de discipline en matière de consommation d'énergie, je demande à la gendarmerie de faire respecter les limitations de vitesse qui s'imposent sur nos routes et sur nos autoroutes. Un officier de gendarmerie a fait remarquer à M. Barre qu'il ne disposait pas de moyens suffisants pour constater les excès de vitesse et que d'autre part, les infractions constatées par photographie ne tenaient pas en justice. Quoi qu'il en soit, l'école des officiers de gendarmerie a montré l'exemple de l'économie ce matin. La parade en l'honneur du Premier ministre a été, vous l'avez vu, donnée à cheval et uniquement à cheval. Je vous l'ai déjà dit hier soir, il y a un peu d'espoir donc de retour au calme sur le marché du pétrole. L'Arabie vient de décider de relever sa production de pétrole en faisant un geste après le sommet de Tokyo. Cette augmentation des livraisons ne serait que provisoire et limitée à 500 000 barils par jour, alors qu'il en manque 2 millions dans le monde actuellement. Et pour aller plus loin, Cheikh Yamani déclarait que les Occidentaux devraient accepter une solution de paix au Moyen-Orient conforme aux revendications des Palestiniens, un préalable politique. Cependant, la décision de Riyad pourrait calmer la pression à la hausse des prix du brut
sans hélas réduire les tarifs actuels. Et elle est favorable à un dialogue entre l'Europe et les producteurs. Avant de faire le point avec Emmanuel Delataille, un extrait des déclarations de Jean-François Poncet dans notre journal de 13 heures. Est-ce qu'il y a un début de dialogue entre l'Europe et les pays producteurs de pétrole, en d'autres termes? Il y a eu, en effet, je crois qu'il y a un début de dialogue et comme vous le savez, ceci correspond à un souhait qui a été souvent exprimé par la France. Nous pensons qu'un dialogue doit s'établir. Nous pensons qu'il peut s'établir même s'il apparaît difficile à amorcer à ce stade. Mais nous pensons que c'est indispensable. Mais nous pensons aussi que ça ne sera possible que sur la base des positions responsables qui auront été prises par les pays consommateurs pour aborder les pays producteurs dont certains n'ont pas toujours intérêt à sortir de terre un pétrole qui est une richesse qui garde toute sa valeur quand elle est sous terre, quand elle est sous leurs pieds, et qui par conséquent ne sont pas tellement désireux d'approvisionner le marché mondial au-delà des besoins qu'ils ont de réserves monétaires. Contrainte à un jeu de balance entre l'Occident et le monde arabe, l'Arabie, premier robinet mondial du pétrole, manie détente et menace. Détente économique par une relative augmentation de sa production en réponse au sommet de Tokyo, menace politique en posant comme condition à une future paix du pétrole un règlement au Moyen-Orient favorable aux Palestiniens. Pour situer cette arme du pétrole à double tranchant, économique et politique, regardons le déséquilibre actuel du marché qui nourrit la hausse du brut, un problème vital de robinet. Primo, le décalage entre l'offre et la demande. Entre le robinet des producteurs et la pompe des consommateurs, il manque en ce moment environ 4%, 100 millions de tonnes. À la fois peu et beaucoup, la consommation annuelle de la France. Secondo, les raisons de ce décalage. D'un côté, le ralentissement iranien et de l'autre, l'accélération précipitée de la consommation. Tous les pays consommateurs se sont sauvagement battus pour arracher et stocker le maximum de barils, même à des prix de marché noir à Rotterdam, ce qui poussait les producteurs à la hausse des prix. Tertio, comment rééquilibrer le marché pour stabiliser les prix? La meilleure solution pour nous serait l'augmentation de la production. Mais c'est là que le piège pétrolier se durcit. Les producteurs, Arabie en tête, veulent valoriser leur capital non renouvelable en vendant leur pétrole le plus longtemps possible au meilleur prix, au lieu de vendre d'avance au prix actuel des barils qu'ils vendraient plus cher plus tard. Raisonnement imparable pour n'importe quel producteur. Le rééquilibrage du marché exige donc des efforts réciproques. À l'engagement de réduction des consommations du sommet de Tokyo, l'Arabie répond par une première augmentation encore limitée, un quart du déficit actuel des livraisons, pour calmer le marché en rappelant sa puissance aux Occidentaux et à l'OPEP. Mais avec la carotte un bâton, le préalable politique d'une solution pro-palestinienne au Moyen-Orient en essayant d'y rallier l'Europe contre l'Amérique. À l'appui de cette politique de double jeu destinée à ménager l'Occident sans se couper des Arabes, Cheikh Yamani rappelle qu'il suffirait aux Palestiniens de couler 2 tankers dans le détroit d'Ormuz pour bloquer la moitié du pétrole de l'OPEP. Une bombe du pétrole qui ferait sauter toute l'économie mondiale. On en a froid dans le dos. Pour relancer l'investissement productif contrarié par le renchérissement du coût de l'énergie, le gouvernement a décidé de dégager un crédit de 3,5 milliards de francs sous forme de déduction fiscale et de primes d'équipement. C'était d'ailleurs prévu dans des textes précédents. Et puis, après le Conseil des ministres de demain, largement consacré à l'aménagement du temps de travail et du temps de loisir, eh bien, le remaniement ministériel au sein du gouvernement sera annoncé. Il s'agit surtout de nommer un nouveau ministre de la Santé, puisque Mme Simone Veil siégera à l'Assemblée européenne, mais il peut aussi y avoir quelques permutations de ministres ou de secrétaires d'État et quelques aménagements techniques. Vous en saurez davantage demain. Ce qu'on appelle déjà la guerre au tourisme déclenchée par les commandos de l'ETA sur les plages d'Espagne est aussi ressentie dans le Pays basque français comme une situation grave et dangereuse. C'est ce qu'en tout cas estime le préfet des Pyrénées-Atlantiques après avoir reçu les plaintes des élus locaux qui craignent une escalade de la violence. Et ceci naturellement après l'attentat à l'explosif contre la sous-préfecture de Bayonne la semaine dernière et le mitraillage du train Paris-Madrid dans la nuit de lundi. Le préfet a annoncé que des renforts de CRS étaient en route vers le Pays basque. Il ne s'agit pas, a-t-il dit, de mettre le Pays basque en état de siège, mais d'y exercer une surveillance renforcée. Cela dit, côté espagnol, quelle est la situation? Nous allons le savoir avec notre envoyé spécial, Robert Buchard.
Jamais peut-être les autorités espagnoles n'ont été aussi ennuyées. La tactique de l'ETA politico-militaire est pratiquement sans parade. Le gouvernement espagnol ne peut rien dire, il ne peut affirmer pouvoir assurer la sécurité totale des touristes, il ne peut leur dire « venez ». Vous ne risquez rien car l'ETA pourrait les mettre dans une situation impossible en tuant soit par accident, soit d'une façon délibérée des touristes étrangers. Tout ce que le gouvernement peut faire pour l'instant, c'est multiplier les contrôles, renforcer la sécurité des villes côtières. Des renforts de la garde civile, de la police nationale et des inspecteurs en civil ont été acheminés dans toutes les stations balnéaires et toute la côte qui s'étend de Barcelone à Malaga est donc truffée de policiers. Mais il est difficile, sinon impossible, de mettre des policiers devant chaque hôtel, sur toutes les plages, derrière toutes les voitures. Robert Buchard, TF1, Madrid. Les députés ouest-allemands avaient aujourd'hui à décider, à l'occasion d'un grand débat, sur l'abolition de la prescription des crimes de sang, si, en fait, les criminels de guerre nazis, qui n'ont pas encore été retrouvés, pourront être recherchés et poursuivis. Ce délai de prescription pour les crimes avait été porté à 30 ans. 215 députés ont proposé de l'abolir purement et simplement. Et finalement, cette loi a été votée tout à l'heure par 253 voix contre 228. L'opposition chrétienne-démocrate a bien demandé un autre vote qui aura lieu dans la soirée, mais le résultat final paraît déjà acquis. Alors sur cet important débat, notre envoyé spécial Bernard Volker. C'est une décision courageuse que vient de prendre le Parlement allemand. Les criminels nazis pourront être poursuivis tant qu'ils vivront. Si la loi n'avait pas été modifiée, la prescription serait intervenue à la fin de cette année. Le débat au Bundestag a été très animé, partisans et adversaires de la prescription s'affrontant une dernière fois avec passion. Les députés du Parti conservateur, chrétien-démocrate, penchaient en majorité pour la prescription, car elle est ancrée dans le droit allemand depuis 150 ans, parce qu'elle ne vaut pas pour les criminels déjà connus et donc poursuivis, parce que les principaux responsables sont déjà morts ou déjà jugés, et enfin parce que plus de 35 ans après les événements, il est, selon eux, extrêmement difficile de trouver des témoins encore fiables, comme l'ont prouvé d'ailleurs les procès qui sont actuellement en cours. Le chancelier Schmitt s'est lui, personnellement, déjà prononcé il y a quelque temps contre la prescription des crimes nazis. La plupart des députés de sa coalition gouvernementale, sociodémocrates et libéraux, ont fait de même. Pour eux, justice doit être faite. Les crimes contre l'humanité ne peuvent pas rester impunis, surtout à une époque où, à nouveau, des innocents sont massacrés un peu partout dans le monde. Les députés allemands ont eu le courage de prendre une décision qui va à l'encontre de l'opinion de la majorité de leurs concitoyens. En tout cas, oui, décision courageuse. Tous ceux qui s'intéressent à la politique en Allemagne sont passionnés par une autre nouvelle. Aux prochaines élections de l'automne 80, le chancelier Helmut Schmidt trouvera devant lui Franz Josef Strauß, le leader de l'Union chrétienne sociale, celui qu'on appelle là-bas le taureau de Bavière. Oui, au terme d'un long débat d'idées et de personnes au sein de l'opposition chrétienne-démocrate, Franz Josef Strauß a été désigné pour conduire la campagne électorale en dépit de sa réputation d'homme de droite. Le duel Schmidt-Strauß promet des heures chaudes en Allemagne tant les options politiques, mais aussi les tempéraments des deux leaders sont opposés. Et l'an prochain, la campagne électorale va certainement démarrer très vite. Au milieu du train de hausse du 1er juillet, il y a peut-être un wagon qui vous a échappé, c'est celui des livres. En fait, ce n'est pas une hausse officielle, c'est une libération des prix. Mais concrètement, le résultat sera sans doute le même. Oui, le libraire est désormais libre de fixer le prix des livres comme bon lui semble. Les éditeurs ne fixeront plus un prix de vente conseillé que le libraire n'avait pas le droit de dépasser. Alors, quelles vont être les conséquences des prix des livres libérés? Un dossier du service économique de TF1. En accordant aux libraires depuis le 1er juillet la liberté de fixer eux-mêmes le prix de vente des livres, le gouvernement a d'abord voulu donner à cette profession les moyens de lutter à armes égales avec les grandes surfaces et autres centrales d'achat qui, dans ce secteur comme dans tant d'autres, avaient cassé les prix. Concrètement, cette liberté des prix va se traduire de façon différente pour l'éditeur, le libraire et le lecteur. Pour l'éditeur d'abord, qui ne peut plus conseiller à un libraire un prix de vente ni faire de la publicité basée sur le prix de ses ouvrages. Jusqu'ici, c'était l'éditeur qui déterminait le prix de vente au public et que désormais, ça n'est plus l'éditeur, mais c'est le revendeur, que ce soit un libraire, que ce soit une grande surface, que ce soit un grand magasin. Donc, la politique de vente, la politique commerciale échappe à l'éditeur désormais. Ça, c'est très important.
Conséquence également pour le principal intéressé, le libraire, qui bénéficiera de la part de l'éditeur d'un éventail plus large de remises, compte tenu des quantités commandées, mais surtout, et c'est nouveau, du service rendu à l'éditeur. On rétribue ainsi son rôle de conseiller auprès du lecteur, mais il devra ajouter à cette fonction traditionnelle des qualités nouvelles de gestionnaire. Soit nous devenons de mauvais comptables, et à ce moment-là nous disparaissons, soit nous devenons de bons comptables, et à ce moment-là nous devenons de mauvais libraires. Et c'est donc là la principale difficulté que nous devons affronter. Et le gros libraire, lui, il s'en tirera mieux que le petit, qui n'aura aucune remise. C'est clair, enfin, c'est ce qui se passe dans tous les cas où des mesures libérales sont adoptées, et le gros s'en tire toujours mieux que le petit, puisqu'il n'y a plus de protection. Enfin, pour le lecteur, il est quasiment certain que, libéré ou pas, le prix de vente des livres augmente de façon régulière, un peu plus ou un peu moins que le coût de la vie, selon qu'il s'agisse d'un roman, d'un essai, d'une histoire ou d'un livre d'art, et ce, en raison même de l'accroissement des charges de l'éditeur et du libraire. Reste à savoir si cette augmentation restera dans le domaine du raisonnable ou s'il y aura, comme pour les disques, un dérapage de 20 à 30% du prix de vente. Réponse à cette question dès la rentrée avec le test des livres scolaires. Et oui. 2 ans de prison ferme pour Fernand Legros, l'escroc spécialiste en fausses toiles de maître et coqueluche du tout Paris. La 31e chambre correctionnelle de Paris a rendu son jugement après un procès qui avait fait grand tapage au mois de mai. Fernand Legros était accusé d'avoir vendu, il y a plus d'une dizaine d'années, 32 faux tableaux à un milliardaire texan. Les 2 experts qui avaient délivré de faux certificats ont été condamnés à 15 000 francs d'amende chacun. J'ajoute que l'année dernière, Legros avait été condamné à 18 mois de prison, dont 15 avec sursis pour une autre affaire de faux tableaux à Pontoise. Mais pourtant, Legros n'ira pas en prison. Christiane Delacroix. Bottes de cuir, chapeau texan, lunettes noires et Rolls-Royce, Fernand Legros, escroc génial pour certains, s'est toujours posé comme une victime persécutée. De père français et de mère grecque, né en Égypte et naturalisé américain, cet ancien danseur de ballet reconverti à la vente des tableaux de maître avait déjà fait scandale en 1963 en vendant à une riche américaine de faux Toulouse-Lautrec pour 700 000 francs. À 25 ans, il fêtait son premier $1 million. Mais en 1967, un milliardaire texan portait plainte contre lui. Sur les 54 toiles vendues par Legros, 32 se révélaient fausses. Arrêté en 1973 à Rio, il avait passé plusieurs mois en prison avant d'être extradé, incarcéré à la prison de Fresnes, puis libéré sous caution. Il est condamné aujourd'hui à 2 ans de prison ferme et 15 000 francs d'amende. Mais la peine qui le frappe est couverte par le temps de détention accompli à l'étranger. Il ne fera pas de prison. N'empêche que sa carrière est définitivement compromise. En tout cas, Fernand Legros peut toujours rêver à cette vente fabuleuse qui a eu lieu aujourd'hui chez Christie à Londres. L'acheteur est anonyme, mais il est certainement américain. Et le tableau, eh bien, c'est un Matisse, un marin de Matisse, vendu près de 7 millions de francs, un record pour une œuvre contemporaine. Le précédent record était détenu par un Renoir. Une véritable hécatombe parmi les grandes vedettes du tennis au tournoi de Wimbledon. Dès la première semaine, Petchi, McEnroe, Gerulaitis, Alexander ont été éliminés. Mais aujourd'hui, dans les quarts de finale, aucune surprise pour l'instant. Borg et Tanner se sont qualifiés pour les demi-finales. Marie-Christine Debourse. La dernière défaite de Borg dans le tournoi de Wimbledon remonte à 1975. C'était en quart de finale contre Arthur Ashe. Aujourd'hui, face à Tom Hawker, il signe sa 25e victoire consécutive. Le Hollandais a pourtant constamment attaqué, mais contre le Borg des grands jours, il n'y a rien à faire. Il ne lui aura fallu que 60 minutes pour infliger un sévère 3-7-0 à son adversaire, 6-2, 6-1, 6-3. Pour la 5e fois, Jimmy Connors jouera la demi-finale à Wimbledon, car il a éliminé son compatriote Scanlon en 4-7, 6-3, 4-6, 7-6, 6-3. Décidément, la finale Borg-Connors n'aura pas lieu. Ils seront opposés en demi-finale. Roscoe Tanner, qui a battu son compatriote Gullikson en 4-7, sera opposé dans l'autre demi-finale au vainqueur du match, Panatta Dupré, qui n'est pas encore terminé. Avec vous, Jean-Claude Narcy, les autres nouvelles de ce journal. Le Parti socialiste organisait cet après-midi à Paris une manifestation publique, cité Malesherbes, pour protester contre l'intervention de la police jeudi dernier, vous le savez, qui devait interrompre l'émission Radio Riposte. Et François Mitterrand, cet après-midi, a déclaré que la liberté de la presse était gravement menacée, puis il a ensuite justifié l'attitude du Parti socialiste.
Lorsque le pouvoir nous dit à nous, socialistes, ou semble nous dire opération dérisoire, ou bien vous ne respectez pas la loi, là encore il faut aller à l'essentiel. La loi, quelle est la loi? C'est le monopole. Oui, c'est le monopole, et quelques journalistes ici ou là nous ont plaisanté en disant mais ils sont pour le monopole, et ils organisent des radios dissidentes, des radios libres. Oui, parce que le monopole de l'État, en vérité de la nation, le monopole des missions, qui pour des raisons évidentes de caractère national et international est une nécessité, ce monopole a été confisqué au point de devenir la propriété personnelle du président de la République et la propriété politique de ceux qui nous gouvernent. Arrêt total du travail à Fos-sur-Mer, décidé par les patrons des professions maritimes, en réplique au conflit avec les dockers, conflit qui dure déjà depuis plusieurs semaines et qui porte sur les conditions de travail sur le port et les problèmes de salaire. Alors à partir de demain, les travailleurs de la manutention seront en chômage technique. Air Inter vient de signer un contrat d'achat d'un 7e Airbus A300 qui sera livré en février 1981. Les producteurs de pommes de terre bretons sont mécontents et déversent depuis plusieurs jours leur récolte dans les rues de Saint-Malo. Ils protestent contre la chute des prix. Ils ont demandé cet après-midi à M. Meinery un déblocage de 33 millions de francs de crédit pour soutenir les cours et maintenir leurs revenus. Le ministère du Budget semble réticent pour l'octroi de ces crédits. Les cours se sont effondrés à la production en Bretagne à 25 centimes, 20 centimes le kilo. En juillet, 100 000 tonnes seront arrachées contre 50 000 l'année passée. Enfin, le marché britannique est fermé aux pommes de terre bretonnes pour des raisons sanitaires. Elles sont accusées d'être attaquées par les Doryfort. La Thaïlande a décidé de fermer ses portes aux réfugiés indo-chinois, estimant qu'elle a dépassé ses capacités de prise en charge des personnes déplacées. La Malaisie, de son côté, a décidé de renforcer le blocus au moment où 3 navires transportant plus de 1000 réfugiés se trouvent dans ses eaux territoriales. Cependant, à l'issue de discussions qui se sont déroulées à Bali entre les pays du sud-est asiatique, les Américains, les Japonais et les Européens, M. Cyrus Vance aurait obtenu l'assurance de plusieurs pays qu'ils ne rejetteront plus à la mer les réfugiés qui débarqueront sur leurs côtes. Enfin, le Vietnam a annoncé qu'il voulait participer à la prochaine conférence de Genève sur les réfugiés, mais qu'il n'accepterait pas que cette réunion se transforme en forum anti-vietnamien. Et puis, un premier groupe de 300 réfugiés du sud-est asiatique pourrait arriver par avion à Paris au début de la semaine prochaine. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la mairie de Paris dans un communiqué. Inquiétude pour la santé du grand pianiste argentin Miguel Estrella, toujours détenu depuis 1977 dans les prisons uruguayennes, sans avoir encore été jugé. Roger Giquel vous en parlait encore il y a quelques semaines. Selon son avocat français, il est malade nerveusement et contrairement aux espoirs qu'on pouvait avoir d'une libération possible, eh bien, Miguel Estrella pourrait être jugé en août. Et l'on craint même une peine de 7 ans de prison au moins. Le pianiste, je vous le rappelle, est accusé de complicité active avec le mouvement argentin Montoneros et en fait, il existe seulement la preuve d'une visite chez lui d'amis argentins soupçonnés d'avoir des liens avec cette organisation politique. Une jeune Française figure parmi les 5 personnes qui ont trouvé la mort hier dans l'incendie de l'hôtel El Paso à Palma. La jeune fille s'est tuée en sautant de la fenêtre de sa chambre au 6e étage. Ses 2 compagnes qui ont attendu dans la chambre l'arrivée des secours, elles sont saines et sauves. Il y a eu en tout 5 morts et parmi les 20 blessés, une jeune Finlandaise se trouve, dit-on ce soir, dans un état très grave à la suite d'une fracture du crâne. Brillant succès des Français au championnat du monde de canoë-kayak qui se dispute en ce moment au Canada, à Desbiens. Les garçons ont remporté 2 médailles d'or en canoë et Dominique Gardette, elle, une demoiselle, a triomphé en kayak. Surprise aujourd'hui dans le Tour de France, c'est le Belge Jos Jacobs qui a remporté l'étape Angers-Saint-Brieuc, la plus longue étape du Tour, au sprint devant Bernard Hinault et le Hollandais Ras. Hinault garde toutefois le maillot jaune devant Zoetemelk et Kuiper. Demain, l'étape conduira les coureurs de Saint-Hilaire-du-Harcouët à Deauville. Voilà, Hinault n'a pas pu gagner chez lui, mais c'est tout comme. Ça y est, cette fois, le beau temps s'installe. Les températures ont atteint ou dépassé 20 degrés aujourd'hui sur la plus grande partie de la France. Il a fait un peu plus frais dans l'Est et sur la Côte d'Azur. Demain, on prévoit une nouvelle hausse des températures et du beau temps, à part quelques orages locaux, sur les Alpes et sur la Corse. Vous voyez, plus le bulletin météo est bref, plus c'est bon signe. Il y a quelque temps, nous vous avions montré des images tournées sur le bateau de Tabarly.
dans la Transat en double. À ce moment-là, Tabarly et Marc Pajot fonçaient vers les Bermudes. Ils étaient en tête, ils étaient les grands favoris. Vous savez ce qui est arrivé au retour? Une fine manœuvre de régate de Rigidel a privé Tabarly de la victoire, et cela juste en vue de l'Orient. Beaux joueurs, Tabarly et Pajot ont tout de même gardé d'excellents souvenirs de cette course, bien sûr, et en particulier un second film réalisé toujours par Marc Pajot sur le trajet du retour. Ce film vient tout juste d'être développé. En voici un extrait pour TF1, commenté par Jean-Paul Flory. Pour Éric Tabarly et Marc Pajot, les choses avaient en fait commencé à se gâter dès le passage de la bouée des Bermudes. Pendant 4 jours, devant l'étrave de leur trimaran, la mer reste plate. Le vent proche de zéro ne leur permet qu'une vitesse très faible. Le premier jour, ils ne couvrent que 50 000 à peu près, moyenne un peu plus de 2 nœuds à l'heure, moins de 4 km/h. Sur le bateau, les deux coéquipiers s'activent comme ils le peuvent. On recoue tel voile malmené par les dépressions du trajet aller. Avec ce type de temps, le travail à bord devient presque celui d'une ménagère. On trie les dizaines d'oignons, 16 kilos en tout, embarqués au départ et dont certains ont germé. Mais le bateau fait du surplace et l'avance accumulée à l'aller s'amenuise. 5 jours après les Bermudes, 360 km seulement séparent Tabarly et Pajot de leurs poursuivants immédiats. Et puis, presque en même temps qu'un groupe de dauphins rend visite aux voiliers, le vent revient. Pas beaucoup, certes, force 3 à 4 seulement, mais il souffle plein ouest. Pour Tabarly et Pajot, cela veut dire du vent arrière, l'allure la plus favorable à leur trimaran qui se met à filer 10 nœuds, 18 km/h, conservant ainsi la tête de la course. Sur le pont, les tâches redeviennent alors celles de la navigation. En fonction des changements de force et d'orientation du vent, il faut affaler les voiles d'avant, puis en hisser d'autres, travail à refaire chaque fois que les conditions de vent changent à nouveau. Enfin, c'est l'approche des côtes françaises. 2 jours avant l'arrivée, un bâtiment de la Royale vient saluer le voilier de Tabarly. Mais l'heure n'est décidément plus au farniente. À l'arrière, Rigidel et Gainet se font de plus en plus menaçants. Alors, en prévision d'une arrivée disputée, Tabarly décide de réparer un des 2 grands spies déchirés à l'aller. Vous le savez, ce sera peine perdue. Battus sur la ligne, Tabarly et Pajot doivent aujourd'hui se dire que, décidément, la fortune de mer est presque toujours plus forte que la volonté humaine. Oui, mais des fois ça marche. Voilà, bonne soirée à tous et à toutes au nom de toute l'équipe de TF1 Actualité. Dernier journal, Bernard Chevalier, vers 23h en fin de programme. Merci. Thank you.